Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du collège Roger Semet en atelier scolaire avec Radio Aléo. Que peut faire un enseignant pour lutter contre le harcèlement scolaire ? Pour tenter de répondre à cette question, nous recevons Clément Caltagirone, professeur de sciences et vie de la Terre, SVT au collège Roger Semet de Digoin. Bonjour. Bonjour. Vous avez été confronté au harcèlement quand vous étiez collégien. Pouvez-vous nous expliquer comment ? C'est tout simple. Comme une majorité de collégiens, je répondais pas forcément à tous les stéréotypes. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup les fleurs, la nature. Le sport, c'était pas trop mon truc. Et ça faisait partie des choses qui faisaient que j'étais un peu différent. Et ça fait l'objet de moqueries, ça fait l'objet d'événements parfois compliqués à vivre. Justement, quand j'étais en 4e, comme vous, en fait. Voilà. Donc je pense que je me reconnais un petit peu dans ça. Certains professeurs ne se gênent pas pour charrier les élèves durant les cours. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cela peut-il poser un problème ? Quand on est professeur, on a tendance parfois à essayer de faire passer les choses par l'humour. Se montrer drôle envers les élèves, c'est aussi une manière d'être écouté. On peut être tenté parfois, pour attirer l'attention, de faire une petite blague sur un élève ou une blague sur par exemple ses résultats ou sur la manière dont il peut être intégré dans le groupe. Par exemple, très récemment, je faisais des activités avec mes élèves sur la puberté. Quand on parle des changements à la puberté, on peut faire une petite réflexion sur la moustache d'un élève en 4e ou sur le fait qu'il a eu une poussée de croissance. Alors quand on fait cette petite blague, ça fait réagir, mais ça fait aussi envoyer un message aux autres, c'est qu'il est permis de se moquer de la moustache de cet élève ou de la poussée de croissance de cet élève-là. Puisque en tant que professeur, on est aussi une manière de montrer ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Par cette petite blague, on ne se rend pas systématiquement compte, mais on peut aussi être à l'origine d'une vague de harcèlement envers un élève. Voilà. Le harcèlement se cache souvent derrière l'humour. Pouvez-vous nous expliquer comment ? Il n'y a aucun harceleur qui se définit comme harceleur. Et des personnes qui identifient leur propre comportement comme étant du harcèlement, il n'y en a pas. C'est comme le racisme en fait. Vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue s'il se définit comme raciste, tout le monde vous répondra « non, je ne suis pas raciste ». Et justement, quand on est à l'origine d'un fait de harcèlement, ou on participe à une vague de harcèlement envers une personne, on a toujours l'impression que c'est drôle et qu'en fait, on est plusieurs à s'amuser de ce trait de caractère de cet élève-là, ou du fait que tel élève ou telle personne ne répondent pas à tel stéréotype. Il est trop grand, il est trop petit, il a une veste déchirée, ses chaussures ont des trous. Justement, quand on a l'impression soi-même d'être dans le registre de l'humour, on est souvent dans le registre du harcèlement. Voilà, c'est pour ça que je pense que l'humour il est souvent problématique aussi pour ces raisons-là. Selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une personne à rabaisser, à insulter ou à se moquer d'un autre ? Tout à l'heure, je parlais des stéréotypes et les personnes qui ont tendance à harceler, rabaisser, moquer les autres, elles ont ces stéréotypes souvent très très ancrés dans leur tête. C'est-à-dire que pour eux, une manière de se rattacher au groupe, de s'intégrer, c'est d'intégrer ces stéréotypes en se disant voilà, un garçon, une fille, un ado, il doit être comme ça. Et du moment où on n'est pas comme ça, on peut être pointé du doigt, on peut être montré comme faisant pas partie du groupe, et donc on peut être moqué ou autre. Je pense que voilà, la première raison, c'est d'être très 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 inquiet de ne pas être dans ces stéréotypes-là. On est un garçon pas assez musclé, on est une fille pas assez féminine. Ça peut pousser une personne à vouloir adhérer à ces stéréotypes-là pour justement s'en rassurer. On a tendance à pointer du doigt les autres, comme ça on est certain qu'on ne sera pas pointé soi-même du doigt. Donc je pense que c'est une des raisons, sûrement pas la seule. Développer l'empathie des élèves est au cœur de vos actions quotidiennes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? L'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions de l'autre. Je suis persuadé que la plupart des gens qui participent à une vague de harcèlement envers quelqu'un, ils n'avaient pas de mauvaises intentions à la base. Ils avaient l'intention d'être drôles ou ils avaient l'intention de faire partie d'un groupe souvent. Par contre, ils n'avaient pas l'intention de faire du mal. Je suis persuadé que faire comprendre le mal qu'on peut faire à quelqu'un par le biais en fait, de développer l'empathie, c'est un des meilleurs moyens de tout simplement faire que les élèves, de manière générale, mais les personnes dans leur ensemble, dans la société, cessent d'harceler les gens. L'empathie, je pense que c'est la base qui manque à toutes les personnes qui participent à un harcèlement. Vous êtes enseignant depuis 10 ans. Quelle méthode mettez-vous en place pour tenter de lutter contre le harcèlement scolaire ?
Alors justement, développer l'empathie, c'est une chose que je faisais pas, mais depuis quelques années, c'est une chose qui petit à petit a pris une grande place en fait dans les heures de vie de classe, lors de certaines journées spéciales. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, c'était le 17 mai, c'était la journée de lutte contre les LGBT-phobies. À l'occasion de ces journées-là, je pense que c'est l'occasion de justement faire un geste particulier, faire une activité particulière qui va permettre de se mettre un petit peu dans la peau, de comprendre pourquoi les vagues de harcèlement envers ces personnes-là peuvent leur faire du mal. Bien entendu, ça nécessite de prendre du temps, puisque les élèves ils sont souvent ancrés dans leurs propres émotions, dans leurs propres ressentis, dans leur propre vécu. Leur faire comprendre en fait ce que peut vivre une personne qui est harcelée, une personne envers qui on a des actes homophobes, transphobes, peu importe. C'est une personne en fait qui a besoin de se décentrer, et c'est pas évident, ça prend du temps et c'est un genre d'activité qu'il faut faire souvent avant que les personnes soient réellement capables d'avoir de l'empathie, je pense. Le harcèlement se propage également via les réseaux sociaux. En quoi est-ce plus difficile à gérer pour vous ? Depuis quelques années, on n'a plus de portable au collège autorisé dans les couloirs, dans la cour de récré. Et la politique, c'est un petit peu que le portable il soit exclu de l'établissement autant que possible. Par conséquent, tout ce qui est de l'ordre du harcèlement par les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va être fait souvent à l'insu des professeurs. Et on n'a pas techniquement le droit d'aller voir dans le portable d'un élève pour savoir s'il est harceleur, s'il a partagé tel ou tel message. Donc nous, on a des victimes qui viennent nous voir avec une capture d'écran, qui viennent nous voir avec des faits rapportés qui auraient été dits sur les réseaux. Mais concrètement, on n'a pas les moyens d'enquêter et on n'a pas le temps d'enquêter pour savoir s'il y a vraiment eu harcèlement sur les réseaux. C'est pour ça que souvent, moi j'ai tendance à déléguer ce travail-là aux parents en leur disant... j'ai eu l'écho que votre enfant a envoyé tel type de message ou a été victime de tel type de message sur les réseaux. Moi, j'ai pas les moyens d'aller voir. C'est à vous d'aller voir dans le portable de votre enfant si c'est réel ou si c'est pas le cas. Par exemple, très récemment, dans ma classe de 6e C, il y a eu un groupe Snapchat très problématique, justement sur ces questions-là, avec des élèves harceleurs, des élèves harcelés. Ni moi ni les parents n'ont été au courant avant que la situation dégénère totalement. Voilà. Est-ce que tout ce que vous mettez en place aide les victimes à oser venir vous parler de leur souffrance ? C'est certain que depuis quelques années, plus j'en parle, plus je vois de cas apparaître d'élèves qui viennent me parler systématiquement dès qu'ils ont un problème avec leurs camarades. Puisqu'ils sentent que quand on est à l'écoute d'eux, ça les encourage à parler. Mais si je fais le compte du nombre d'élèves qui viennent me voir dans l'année, c'est peut-être 4, 5 chaque année, au grand maximum. Moi, si je regarde les pourcentages d'élèves qui se disent harcelés au collège selon les derniers questionnaires qui ont été faits, ça serait 11% des élèves. Pour mes propres niveaux, ça ferait, si je compte bien, une quarantaine d'élèves. Donc, j'ai même pas 10% des élèves harcelés qui viennent m'en parler en fait. Ça montre bien que le problème du harcèlement, il peut pas être résolu uniquement en disant aux élèves « vous êtes harcelés, venez m'en parler ». Je me mets à la place d'un élève de 4e quand moi j'avais cet âge-là, quand j'ai honte d'être harcelé parce qu'on pointe du doigt le fait que j'entre pas dans le cadre de tous les stéréotypes attendus à cet âge-là, mon premier réflexe ça va pas être d'aller en parler à un adulte, ça va être de garder ça pour moi et d'essayer d'adhérer autant que possible à ces stéréotypes-là. Il y a plein de personnes harcelées qui comprennent pas qu'elles sont harcelées et le réflexe premier ça va pas être forcément de venir en parler. Alors certes, le fait qu'un professeur il puisse être empathique et pousser à l'empathie, le fait qu'il en parle dans ses séances, ça peut aider à venir en parler, parfois ça aide à dénouer des situations, mais c'est très très loin d'être suffisant. Je suis persuadé que la majorité des cas, ils se résoudront entre élèves, et c'est aussi en ce sens-là qu'il faut pousser les gens à être empathiques entre eux, enfin les élèves à être empathiques entre eux. Il y a un nombre incalculable de cas qui se règlent entre élèves sans que nous les adultes en soient jamais au courant. Avez-vous pu identifier un profil de victime ? Il y a des profils de victimes qui ne répondent pas à un stéréotype. C'est aussi simple que ça. Le stéréotype de l'élève, garçon ou fille, c'est un élève populaire qui correspond à tous ces stéréotypes de genre, qui est scolaire, qui fait partie de la norme. Or, personne ne fait partie de la norme, par conséquent, n'importe qui peut être harcelé pour le moindre de ses petits défauts. Il suffira que quelqu'un pointe ce défaut-là. Alors moi, j'appelle ça un défaut. J'ai plutôt appelé ça une excentricité, le fait qu'on soit décalé par rapport aux autres. Quand on est en 4e, on fait tout pour apparaître comme faisant partie de cette norme-là, mais la vérité, c'est que personne n'est dans la norme sur tous les points qui le concernent. Par conséquent, n'importe qui peut être harcelé au fond. Bien entendu, il y a un ensemble de raisons qui peuvent vous pousser à être plus harcelé que des camarades autour de vous. C'est le fait d'être une fille, c'est le fait de venir d'une famille plus pauvre. Nous, à Digoin, on a des élèves qui sont issus de familles étrangères et qui par conséquent maîtrisent moins bien le français. Ça peut faire partie également de ces choses-là.
il y a les résultats scolaires, il y a un ensemble de raisons inimaginable qui peut pousser un élève à être harcelé. Par conséquent, il faut qu'ils retiennent ces élèves-là que c'est pas leur faute s'ils sont harcelés. Personne ne fait partie de la norme. Lorsque des élèves se confient à vous, quels conseils leur donnez-vous et que faites-vous pour remédier à la situation ? Quand un élève vient nous voir, déjà on essaie d'estimer avec eux si on est sur un cas grave ou pas. Il y a certains cas cette année, le premier conseil que j'ai donné c'était d'aller porter plainte tout simplement. J'ai essayé de discuter avec l'élève du fait d'en parler à ses parents. Dans les cas très graves, faut le reconnaître, on a parfois des élèves qui nous disent non je veux pas que mes parents soient au courant, mais nous on a le devoir d'aller leur en parler. Voilà, donc parfois on trahit un petit peu justement ce secret qu'on vient de confier, parce qu'il y a des cas qui nécessitent vraiment qu'il y ait des adultes qui interviennent. On peut aussi parfois leur conseiller de trouver de l'aide auprès de certains de leurs camarades, et parfois on essaye de mettre des camarades dans la confidence, justement créer de l'empathie pour que cet élève-là il soit plus seul. Après, c'est plus une gestion d'équipe qui va se mettre en place avec, par exemple, le protocole phare. C'est un protocole qui se met en place auprès des adultes pour créer de l'empathie auprès de la personne qui harcèle. Une sorte de changement de manière de penser autour de ça. Et ça ne concerne pas tant l'élève lui-même harcelé que les personnes qui le harcèlent. Vous êtes-vous déjà senti en échec face à un cas de harcèlement ? Oui, ça arrive, effectivement. Nous, on essaye parfois de s'attacher à une situation, la régler en classe, la régler auprès des adultes, et on apprend que le cas de harcèlement, il a ressurgi sur ce même élève-là quelques semaines ou quelques mois après. Donc oui, bien entendu, ça arrive. Après, il faut reconnaître aussi qu'on n'a pas le temps suffisant parfois pour passer le temps qu'il faudrait sur des situations. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la situation des professeurs, mais d'année en année, on a de plus en plus d'heures supplémentaires. On nous donne des missions supplémentaires régulièrement qui font que le fait de régler ces problèmes-là, qui ne relèvent plus du fait juste d'enseigner, ou en tout cas de faire cours, ça fait qu'on peut malheureusement être... Je ne sais pas si on peut utiliser le terme maltraitant, mais en tout cas, on n'accorde pas toujours l'importance qu'il faudrait à certaines situations. Ça, c'est certain. En 10 ans de pratique, comment ont évolué vos méthodes de lutte contre l'harcèlement ? Moi, quand j'ai débuté, j'étais dans une logique assez répressive. Ma première réaction face à un cas de harcèlement qui était établi, c'était de rapporter les faits, de punir l'auteur avec des heures de retenue. Éventuellement, dans les cas graves, faire des commissions de discipline pour que l'élève y soit un temps exclu, par exemple. Naïvement, je pensais que ça suffisait. Je me suis rendu compte avec le temps, et il a fallu beaucoup de temps pour ça, que ça pouvait avoir tendance à aggraver les choses parfois. Non pas parce qu'il ne faut pas punir les harceleurs quand ils font des actes graves, c'est important pour le harceleur de comprendre que ce qu'il a fait est grave, mais pas forcément par le cadre de la punition. Ça pouvait entraîner parfois des représailles envers les élèves qui étaient harcelés. Et puis en plus, au fond, c'était pas efficace. Je pense qu'en 10 ans, ma logique, elle a été de passer de la justice, parce que moi c'est comme ça que je voyais la justice, que le harceleur il soit puni, vers l'efficacité. Et l'efficacité, pour moi, c'est créer l'empathie auprès des auteurs de harcèlement, de manière à ce qu'ils ne recommencent pas et qu'ils soient capables même, parfois, c'est carrément étrange, de progressivement comprendre ce qu'ils ont fait et de prendre la défense des personnes qu'ils ont harcelées en comprenant à quel point ils avaient pu leur faire du mal. Ça, c'est la preuve que la manière qu'on a de fonctionner avec le protocole phare, créer de l'empathie envers les victimes chez les harceleurs, c'est une manière en fait de non seulement réparer, mais aussi être efficace pour l'effet de harcèlement. Alors, on peut y voir une perte de justice, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont harcelé, qui n'auront jamais une heure de retenue, qui n'auront jamais une punition. Mais à côté de ça, au niveau de la communauté scolaire, on peut y voir de l'efficacité. D'après vous, quelles sont les solutions les plus efficaces pour stopper le harcèlement scolaire ? J'ai un peu répondu à ça dans la question précédente. Il faut agir bien sûr au niveau de la personne qui est harcelée pour qu'elle répare progressivement son ego, qu'elle répare les blessures qui ont été causées par ça, mais il faut surtout agir auprès des harceleurs. Comme je le disais, c'est pas par la logique répressive, c'est pas par la logique des heures de retenue, des punitions, des exclusions, que pour moi on y arrivera le mieux. Voilà, c'est comme ça que je pense actuellement en tout cas. Nous remercions Clément Caltagirone, professeur de sciences de la vie et de la terre SVT au collège Roger Semet de Digoin. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, téléphonez au 30 18.